Apple est aujourd'hui la troisième entreprise la plus valorisée au monde, avec environ 391 milliards de dollars de revenus en 2024. Mais ça, c'est le chiffre d'affaires total. Après déduction des coûts, R&D, salaires, matériaux, fabrication, il leur reste 93,7 milliards de dollars, soit une marge bénéficiaire de 24%. Mais d'où vient tout cet argent? Eh bien, la source la plus importante et la plus évidente, ce sont les ventes de matériel. Historiquement, Apple a construit toute son entreprise sur la vente de produits grand public comme le Mac, l'iPod, l'iPhone, l'Apple Watch et les AirPods. Le plus grand succès reste l'iPhone, représentant 51% des revenus d'Apple, suivi du Mac, 8%, de l'iPad, 7%, et des objets connectés, maison et accessoires comme l'Apple Watch, les AirPods et le HomePod, 9%. Un problème persiste avec le matériel, la rentabilité. C'est quelque chose avec lequel presque toutes les entreprises orientées vers les consommateurs ont eu du mal. Beaucoup de produits sont vendus à prix coûtant ou même à perte. Ce qui signifie que l'entreprise peut perdre de l'argent sur chaque vente qu'elle réalise. Il y a quelques exemples connus, les consoles PlayStation, Xbox, les liseuses Kindle et les imprimantes Hewlett-Packard. Elles ont toutes tendance à être vendues à des prix relativement bas, parfois à perte, dans le but de battre la concurrence et d'augmenter la base d'utilisateurs. Si ces entreprises ne gagnent rien sur le matériel, pourquoi en vendre? Le profit est généralement réalisé lorsque les clients utilisent le produit. Parce que à quoi sert une PlayStation si on n'achète pas quelques jeux? La Kindle est l'appareil idéal pour acheter des e-books sur Amazon. Alors qu'une imprimante Hewlett-Packard ne peut rien imprimer sans 40 $ de cartouches d'encre. En vendant du matériel à bas prix, les entreprises attirent des clients qui doivent ensuite acheter des articles très rentables, comme les cartouches d'encre Hewlett-Packard, qui génèrent jusqu'à 70% de marge. Apple a fait quelque chose de similaire, mais à l'envers. En 2003, ils ont lancé l'iTunes Music Store, initialement non rentable, pour booster les ventes de l'iPod, alors produit phare d'Apple. Plus tard, iTunes est devenu rentable après environ 3 ans, mais ce concept de produit d'appel, vendu à perte pour attirer les clients, montre à quel point l'industrie du matériel grand public est impitoyable. En fait, Tim Cook l'a lui-même dit en décrivant le génie stratégique de Steve Jobs. Dans une interview au Wall Street Journal, Tim Cook a dit « Steve était un président-directeur général très différent. Il était concentré sur les produits et encore les produits. » J'adorais cette vision dans un environnement où tout le monde se dirigeait vers un modèle d'entreprise classique. Il voulait recentrer Apple sur les consommateurs. Et c'était brillant parce qu'à l'époque, personne ne faisait ça. Tout le monde pensait qu'on ne pouvait pas gagner d'argent en vendant aux consommateurs. Pour de nombreuses entreprises informatiques, c'était vrai. Il n'y avait pas grand-chose pour différencier un compact d'un International Business Machines, d'un Hewlett-Packard ou d'un Dell. Toutes étaient des boîtes technologiques, avec clavier et souris sous Windows. Cela signifiait que les clients achetaient simplement le moins cher, ce qui faisait baisser les prix et réduisait les marges bénéficiaires. Vendre aux entreprises impliquait des solutions personnalisées pour des besoins précis, permettant aux sociétés informatiques de facturer plus cher et d'avoir une fidélisation client accrue. Alors, comment Apple pouvait-il gagner de l'argent en vendant aux consommateurs alors que d'autres entreprises n'y parvenaient pas? C'était grâce à la différenciation de leurs produits. Les fabricants de PC utilisaient des composants standards pour assembler du matériel bon marché dans un grand boîtier beige où l'on branchait clavier, souris et écran. N'étant pas des entreprises de logiciels, elles licenciaient Windows auprès de Microsoft. Ce n'étaient pas des détaillants, donc ils vendaient leurs ordinateurs en gros à Best Buy ou Micro Center, qui les revendaient ensuite plus cher aux clients. Cela a créé des problèmes qu'Apple voulait éviter. Au lieu de boîtes beiges ennuyeuses, leurs ordinateurs allaient arborer des designs saisissants qui ne ressemblaient à rien d'autre sur le marché. Plutôt que d'utiliser un système d'exploitation commun, Apple allait concevoir le sien, adapté à son matériel. Plutôt que de laisser des revendeurs tiers vendre leurs produits, ce qui n'a pas vraiment marché, ils ont ouvert leur propre magasin avec support technique gratuit pour rassurer les clients tentés par Apple et des conseillers compétents pour des recommandations adaptées. Tous ces facteurs ont permis d'offrir une expérience haut de gamme inégalée par aucune autre entreprise.
Et même si Apple a généré un chiffre d'affaires considérable grâce à ce modèle économique, d'autres fabricants de PC à moindre coût comme Dell et Hewlett-Packard en ont en réalité généré davantage. En 2005, Apple a réalisé près de 14 milliards de dollars contre 49 pour Dell et 86 pour Hewlett-Packard. Et la raison à cela tient à la valeur intrinsèque des ordinateurs à l'époque. Le simple fait était que les PC bon marché étaient suffisants pour la plupart des gens. Bruyants, laids, pleins de bugs et lents, les PC bon marché suffisaient pour Internet, email et des applis comme Word ou Excel. Vous pouviez jouer à des jeux indisponibles sur Mac. À l'époque, la plupart des consommateurs considéraient les produits Apple comme un luxe réservé à ceux qui voulaient payer plus cher pour quelque chose de plus joli. Même si cela semble simple aujourd'hui, il faut se souvenir que tout était très différent il y a 20 ans. À l'époque, nous n'avions que des ordinateurs, des lecteurs de musique et des téléphones portables. Bien que les iPods soient populaires, les utilisateurs n'avaient pas plus d'avantages à les utiliser sur Mac que sur PC. iTunes, le logiciel utilisé pour gérer l'iPod, était disponible sur Mac et sur PC. Donc, les utilisateurs sur les deux plateformes avaient plus ou moins la même expérience. Mais aujourd'hui, les produits technologiques jouent un rôle beaucoup plus important dans nos vies. De nos montres, à nos téléviseurs, à nos tablettes, à nos voitures. Si l'expérience entre ces appareils est mauvaise, cela peut causer de fortes frustrations toute la journée. Avoir une Apple Télévision, une Apple Watch, un iPhone et un MacBook garantit une expérience utilisateur plus fluide avec moins de problèmes et d'incohérences. Les clients bénéficient aujourd'hui de bien plus d'avantages dans l'écosystème Apple qu'il y a 20 ans. Cela a entraîné deux choses. Premièrement, Apple est devenu plus populaire puisqu'ils ont toujours été les meilleurs pour optimiser leurs produits, leurs plateformes et leur écosystème d'applications. Et deuxièmement, ils ont pu augmenter les prix puisque la valeur qu'ils offrent à leurs clients est plus élevée que jamais. Ainsi, Apple a généré d'importants bénéfices en vendant du matériel aux consommateurs malgré la difficulté du secteur. Mais Apple ne gagne pas de l'argent que de cette façon. En 2016, Apple a constaté que les ventes de matériel ralentissaient, signe que le marché était saturé. Presque tous ceux voulant un iPhone ou un Mac en avaient déjà un. Ils devaient vendre uniquement à leur base actuelle, sans attirer de nouveaux clients venant d'Android ou de Windows. Vous pourriez penser qu'Apple a tout de même réalisé 217 milliards en 2016, donc peu importe si c'est 8% de moins qu'en 2015. Mais les actionnaires veulent que la valeur de leurs actions augmente chaque année, ce qui est improbable sans croissance d'Apple. Alors leur président-directeur général Tim Cook a dû trouver une nouvelle façon de gagner de l'argent, ce qui s'est traduit par de nouveaux services révélés en 2019 et 2020. Il s'agissait d'Apple News plus Apple Card, Arcade, Télévision Plus et Fitness Plus. Ils ont rejoint les services Apple déjà présents comme Apple Music et iCloud Plus. Mais combien d'argent supplémentaire Apple a-t-elle réellement gagné grâce à tout cela? Eh bien beaucoup. Depuis le lancement d'Apple Music en 2015, les services d'Apple ont bondi de 20 à 96 milliards de dollars en 2024, devenant l'un de leurs segments à la croissance la plus rapide. Cela représente 25% du chiffre d'affaires total d'Apple, ce qui est plus que l'iPod, le Mac, les AirPods, l'Apple Watch et le HomePod réunis. Mais le plus fou, c'est la marge bénéficiaire. Tu te rappelles quand je t'ai dit que les entreprises peinent à profiter du matériel? Eh bien, c'est tout le contraire pour les services. Parce que le coût de quelque chose comme Apple Télévision Plus n'évolue pas de la même manière qu'un iPhone. Pour Apple, qu'il y ait 100 000 ou 1 million d'utilisateurs d'Apple Télévision Plus, cela coûte presque pareil à fournir le service. Alors que fabriquer 1 million d'iPhone coûterait à Apple environ 10 fois plus cher que d'en fabriquer 100 000. Cette différence de coût spectaculaire a permis à Apple de réaliser une marge bénéficiaire de 74% sur les services, ce qui est plus du double de la marge de 35% qu'il réalise sur le matériel. Mais il existe d'autres façons dont Apple profite des services, comme le fait d'enfermer les clients dans leur écosystème. À l'époque des premiers iPods, avant l'iTunes Music Store, les clients pouvaient passer d'un lecteur de musique à un autre assez facilement. Comme nos chansons étaient sur des CD, nous pouvions les transférer sur n'importe quel appareil que nous voulions. L'arrivée de l'iTunes Music Store a marqué un virage vers un écosystème verrouillé. Quand nous achetions un album sur iTunes, il ne pouvait être transféré que sur un iPod. Donc les utilisateurs réfléchissaient à 2 fois avant de passer à quelque chose comme le Zune, car ils perdaient une grande partie de leur bibliothèque musicale dans le processus.
Aujourd'hui, c'est pareil pour de nombreux services d'Apple. Apple News, plus Fitness, plus Pay et Arcade sont uniquement accessibles sur appareils Apple. Passer à Android ferait perdre vos cartes portefeuille, actualités enregistrées, jeux d'arcade téléchargés et entraînements favoris. Apple tire aussi profit de ces services modernes, contrairement à iTunes. Les paiements récurrents. Lorsque vous achetiez de la musique sur iTunes, vous payiez une seule fois, et c'était tout. Vous possédiez cette musique pour toujours. Aujourd'hui, nous ne possédons plus la musique, nous la louons. Vous devez donc continuer à payer l'abonnement Apple Music pour conserver votre bibliothèque musicale. Cela donne beaucoup de pouvoir à Apple. Leurs services ne sont pas garantis comme abordables. En 2019, Apple Television Plus coûtait initialement 4,99 € par mois. Jusqu'en 2022, ils l'ont augmenté de 40% à 6,99 €. Un an après, ils l'ont augmenté de 43% à 9,99 €. Des augmentations de prix comme celle-ci ont également eu lieu pour Apple Music, Apple Arcade et Apple News Plus. Il est probable que cela continue. Ainsi, la catégorie des services d'Apple ne leur a pas seulement permis de générer plus de revenus et beaucoup plus de bénéfices, mais elle a aussi contribué à garder les utilisateurs enfermés dans l'écosystème Apple tout en les obligeant à payer des frais d'abonnement mensuels sans fin. Voilà donc d'où vient tout l'argent d'Apple et comment ils arrivent à en gagner autant. C'était Apple Explained, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.